Comment fonctionnent les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées? Mais est-ce que les relations entre elles vont bon train? Et quelle est la loi qui régit le fonctionnement de ce service public de l'État? Et quel est le bien fondé de la décentralisation ici en RDC, Madame, Messieurs? Et ce sont là des questions qui trouveront sûrement des réponses dans cette émission Paramètres. La République démocratique du Congo a opté pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques en trois systèmes de gouvernance, notamment le gouvernement central, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. Mais quelles sont les relations qu'entretiennent ces différents services publics de l'État? Quelle est la loi qui régit ces services publics de l'État? C'est la thématique que nous abordons aujourd'hui dans le cadre de Paramètres. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et surtout, merci de nous rester fidèles. Alors je m'en vais d'abord saluer ma co-présentatrice Emeline Cambidio. Emeline, bonjour. Bonjour Nico. Vous allez bien? Très très bien. Et vous? Ça va. Alors bonjour chers téléspectateurs de Paramètres, comme Nico vient de le dire, il s'agira bien de comprendre le fonctionnement de ce trois systèmes qu'a opté la RDC. Alors pour ce faire, nous avons sur ce plateau le pasteur David Delors Louyeye. Je rappelle, il est président national de l'Union des cadres et agents de carrière de la territoriale, mais également président intersyndicale urbaine de Kinshasa, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes. Alors nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comment vous allez? Je vais très bien et je suis très ravi aussi d'être ici dans votre plateau. Alors, comme Nico l'a dit, la RDC a opté pour le fonctionnement, la décentralisation, une mode de gestion des affaires publiques avec trois systèmes. Nous voulons savoir d'abord d'entre jeu quels sont les avantages, mais également le désavantage de ce mode opératoire. Les avantages de ces modes opératoires, de tous ces trois paliers qui organisent le fonctionnement des services publics au niveau de la République démocratique du Congo. Et ces avantages sont celui de rassurer et aussi de rapprocher, c'est-à-dire une proximité entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire ça permet à telle sorte que vous puissiez matérialiser la vision que chaque institution peut avoir dans son organe. Alors cependant, c'est des avantages seulement si il arrive à un moment donné que le gouvernant, c'est-à-dire le gouverneur, c'est lui qui dirige, n'a pas beaucoup plus de la maîtrise de ces modes opératoires et ça cause des dysfonctionnements totaux par rapport à l'ambiguïté de certains textes qui nous régissent. Voilà. Alors, on a comme l'impression que de temps en temps, il y a du méli-mélo par rapport à la gestion de ces trois systèmes. Quelles sont les relations? Est-ce que les relations entre ces trois systèmes vont bon train? Je pense que je peux dire non, parce que vous savez, en République démocratique du Congo, jusque-là, la décentralisation n'est pas encore effective, vu que la loi sur la fonction publique des provinces n'a jamais encore été promulguée, parce que jusqu'à preuve du contraire, la fonction publique émane du gouvernement central. Raison pour laquelle il y a toujours chevauchement ou qui est révision de certains textes qui régissent l'administration publique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, ce qui aussi cause de l'interprétation erronée dans les chefs de certaines autorités politico-administratives. Et cela cause et favorise aussi le dysfonctionnement total entre les services publics de la République démocratique du Congo. Alors parlons d'abord du fonctionnement du pouvoir central entre lui-même. Comment est-ce qu'il fait? Bon, le pouvoir central, je peux dire, il y a la Constitution qui, dans ses articles, je commence par l'article 193 et 194, qui dit que l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale et nul ne peut le détourner pour des fins politiques ou partisans, voire même personnelles. Alors, si nous arrivons dans les articles 200, 201, 203, 202.8 et aussi 204, il y a des matières qui sont exclusives de la compétence du gouvernement central. Si vous allez nous permettre, nous pouvons peut-être exploiter ça avec le recueil que j'ai en possession ici, pour que nous puissions ensemble essayer un peu de comprendre
certains textes de la République. Parce que vous savez, chers camarades, nous ne pouvons pas dire des choses comme ça d'une manière méli-mélo, mais nous devons nous référer aux lois qui régissent l'administration publique. Exactement. Voilà, dans l'article 202, la loi dit ceci: sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du gouvernement central. Et on a énuméré ces matières. Nous avons les affaires étrangères, nous avons la réglementation du commerce extérieur, nous avons la nationalité, les statuts, la police des étrangers, l'extradition, la sécurité extérieure, la défense nationale, la police nationale et pour ne citer que ceux-là. Alors, toutes ces matières, ce n'est que le gouvernement central qui ne peut délibérer en cette matière. Et notre gouvernement central ne peut le délibérer que s'il y a une proposition ou un projet de loi qu'ils ont soumise au niveau de l'Assemblée nationale et pour que demain, après-demain, que celle-là puisse l'envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle pour conformité par rapport à la Constitution, mais également aussi l'envoyer au président de la République pour promulgation. C'est-à-dire ces matières-là, ce n'est que les gouvernements centraux qui ne doivent que délibérer à cette matière. Malheureusement, cela n'est pas compris dans le chef de certaines autorités qui nous dirigent parce qu'il y a toujours chevauchement, il y a toujours conflit de compétences par rapport à cette matière. Parce que les mêmes matières qui sont reconnues au niveau du gouvernement central, et il y a aussi la concurrence, c'est-à-dire des matières concurrentes entre le gouvernement central et la province. Mais également, il y a certaines limites qu'on doit donner aux gouvernements provinciaux pour qu'ils ne puissent pas s'ingérer dans les affaires de l'État et de ce qui concerne les services déconcentrés. Mais est-ce qu'il y a des matières qui relèvent également exclusivement des provinces, mais qui ne relèvent pas de la compétence du pouvoir central? Toutes les matières relèvent du gouvernement central, mais le gouvernement central délègue son pouvoir au niveau de la province. Mais toutefois, il a encore accordé à la province le droit de délibérer sans pourtant demander avis du gouvernement central, de délibérer sur certaines matières que le gouvernement central lui a données pour délégation. Et là, nous sommes dans le cadre de l'autonomie de la gestion. L'autonomie de la gestion financière, économique mais également des ressources humaines. Alors, on va revenir avec plus de détails. Quelle est la loi qui régit le fonctionnement de services publics du pouvoir central? Et nous avons, ça ne régit pas nécessairement les services du pouvoir central, mais également tous les services au niveau des provinces et des intérêts. Oui, donc nous avons la loi numéro 16/001 fixant l'organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées qui demeurent encore en vigueur. Voilà. Alors, nous allons revenir sur le chevauchement puisque vous en avez évoqué. Alors, lorsqu'il y a ces chevauchements, ces conflits des compétences, quelle serait la conséquence sur la gestion par exemple, sur la gestion du pouvoir central ou encore des provinces? La conséquence est néfaste. Cette conséquence n'est que le dysfonctionnement total des services publics de l'État. Raison pour laquelle je peux vous donner un exemple très pragmatique et avéreux. Vous allez voir que la ville de Kinshasa, ça fait plus de 20 ans que la ville de Kinshasa n'a jamais fait son rapport au gouvernement central. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà dysfonctionnement. Il y a certains ministres provinciaux qui se mixent dans les affaires qui ne les concernent pas, qui ne reviennent pas des droits par rapport à la loi que je viens de citer. Parce que cette loi, au niveau de ces articles 28, 30 et 31, dit que tous les agents qui sont mis à la disposition du gouverneur, ils sont dirigés par les hauts fonctionnaires qui ont les grades du directeur de l'administration publique. Mais malheureusement, cela n'est pas compris. Vous allez trouver que certains ministres provinciaux ont toujours tendance à affecter les agents, c'est-à-dire des agents déconcentrés, parce que les agents qui sont du gouvernement central, on les appelle les agents déconcentrés. Donc, il y a une différence entre un agent déconcentré, un agent décentralisé et un agent urbain. Voilà. Mais établissez quand même cette différence-là. Elle est quand même détail, elle est importante pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent s'imprégner de ces différents concepts. L'agent déconcentré, c'est les techniciens du gouvernement central mis à la disposition de la province. C'est-à-dire un agent recruté par le gouvernement central, affecté par le gouvernement central, et il représente le gouvernement central au niveau de province. Et cet agent-là porte le numéro matricule
du gouvernement central. C'est-à-dire c'est le gouvernement central qui l'a affecté au niveau de la province pour qu'il puisse accompagner les gouvernements provinciaux sur certains actes que le gouvernement central peut prendre au niveau de la province. Et cet agent déconcentré est l'œil, c'est un technicien que le gouvernement central a envoyé au niveau de la province. Alors un agent décentralisé, c'est celui dont le gouvernement provincial, par le biais des entités territoriales décentralisées, a recruté, c'est-à-dire un agent recruté par la commune, normalement parce que nous devons avoir une fonction publique provinciale, une fonction publique locale, c'est-à-dire la fonction publique de la commune. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas jusqu'à présent, parce qu'un agent qui est recruté par la commune doit être payé par la commune, il doit suivre sa carrière à la commune et être retraité même par la commune. Et un agent recruté par la province, un agent urbain, il doit suivre sa carrière au niveau de la province et c'est la province qui doit lui donner aussi sa retraite. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il y a toujours ces conflits de compétences et cette interprétation et aussi incompréhension erronée de certains textes de la République qui nous régissent. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous poser cette question. Quelle lecture faites-vous globalement de l'administration publique en République démocratique du Congo, sur le plan évidemment de son fonctionnement? La lecture que je fais, c'est une lecture malléable. Vous allez voir que l'administration de la RDC, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas administration. La RDC n'a pas encore une administration solide. Et notre administration est faible, raison pour laquelle, une fois, d'ailleurs, j'ai évoqué cela dans certaines réunions que nous avons eues avec le gouvernement, c'est-à-dire par le biais de notre vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, son Excellence M. Asselo. Nous l'avons dit que, étant donné que le ministre de l'Intérieur, il est, par la préséance, il est la structure qui représente les chefs de l'État parce que c'est lui qui gère la territoriale de la République. C'est-à-dire c'est le ministre de l'Intérieur qui gère les gouverneurs. C'est lui qui gère même les bourgmestres. Tout le monde est géré par lui. Et parce que c'est lui qui dirige les territoires nationaux, parce qu'il gère la sécurité du pays. Et raison pour laquelle nous avons évoqué ce fait pour lui dire que l'administration de la République est vraiment dans un dysfonctionnement total dont nous souhaitons à votre autorité de pouvoir s'impliquer pour que cette administration puisse être réactivée. Voilà un peu notre problème au niveau de la province. Alors, quelles sont les faiblesses que vous avez, ou les failles que vous avez constatées de la gestion de l'administration publique congolaise? Et la non-collaboration. Il y a non-collaboration parce que tout est politisé maintenant. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les véritables administratifs jouer leur rôle régalien, comme le dit la loi, mais ils s'y mixent dans ces affaires. Donc le conflit des compétences revient encore dans ces mêmes cadres. C'est-à-dire ça ne les revient pas, même. Bon, les ministres s'y mixent dans cela et les véritables administratifs sont effacés de leur gestion quotidienne. Voilà. Alors, de votre lecture, pasteur, découlent plusieurs questions. Qui doit faire quoi, quand et où exactement? Et cela me renvoie à la loi organique numéro 16/01 et fixant l'organisation des services publics de l'État au niveau des provinces et du gouvernement central. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des secrétaires généraux. Et les secrétaires généraux, c'est eux le patron de l'administration et c'est eux qui gèrent la ressource humaine de leur ministère quotidien. Malheureusement, au niveau des provinces, nous avons ce que nous avons appelé le directeur de province, qu'on a appelé à l'époque d'Isaïe des directeurs des régions, qui date de 1957. Ces directeurs des régions, à l'époque, on les appelait des secrétaires provinciaux. À l'époque de 1957, nous n'avait que 6 provinces. Et dans ces 6 provinces, on avait des secrétaires provinciaux. Et avec un gouverneur général qui dirigeait la République démocratique du Congo. Et ce gouverneur général qui était politique a travaillé avec les 6 secrétaires provinciaux qui étaient après appelés directeurs des provinces ou directeurs des régions, qui aujourd'hui existent encore parce qu'ils sont là en fonction. Ils sont nommés au grade de directeur par le président de la République et affectés par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. C'est quand ils sont affectés au niveau de la province, ils sont, oui, jadis, sous la gestion du gouverneur. Les gouverneurs étant les représentants du gouvernement central en province, ne travaillent pas seuls, mais ils doivent travailler avec un administratif et un fonctionnaire qui est aussi l'œil du gouvernement central au niveau de la province en matière de l'administration, qui est le secrétaire provincial appelé anciennement le directeur
de province. Mais apparemment, la collaboration ne passe pas, mais ça La casse. collaboration ne passe pas. Pour preuve, si vous partez dans d'autres provinces, il y a certains provinciaux dont les gouverneurs ne leur ont même pas donné des bureaux, c'est-à-dire ils n'ont pas même des locaux. Les services sont dehors, ils sont sous les arbres, ils travaillent sous le soleil. Malheureusement, ici à Kinshasa, nous avons ce même problème. Il y a un directeur des provinces, mais malheureusement, ce directeur des provinces qui est secrétaire provincial qui devait gérer tous les services de tout ministère confondu ne peut pas jouer son rôle parce que certains ministres provinciaux sont en train de disputer les attributions qui ne leur reviennent pas des droits par rapport à la loi. Voilà notre difficulté. Nous allons revenir sur cet aspect qui paraît en tout cas très important, mais revenons sur la décentralisation de manière pratique. Quel est le bien fondé de la décentralisation dans une république ou dans une contrée? Et dans une contrée, vous savez, la décentralisation rapproche les gouvernants et gouvernés. Et ces modes de gestion, c'est un mode de gestion appréciable. Mais malheureusement, au Congo, cela est mal compris. Parce que les gens ne lisent pas les textes, il y a confusion totale au niveau de ces textes, il y a empiètement d'attribution, il y a chevauchement, il y a des acharnements, et c'est ce qui cause ces dysfonctionnements. Malheureusement, vous savez, ces modes de gestion, c'est une gestion saine. Pour que cela soit une gestion saine, il faut que les gouvernements de la République démocratique du Congo, par le biais du président de la République qui organise souvent les conférences de gouverneurs 2 fois l'an par rapport à la loi, doit normalement associer les représentants de toutes les structures, même administratives, pour permettre à ce qu'il y ait une collaboration saine entre ces institutions. Mais ce qui n'est jamais fait, raison pour laquelle nous avons toujours ces problèmes et nous tombons toujours dans les mêmes problèmes que nous rencontrons au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, quel type de management proposez-vous pour le développement des entités territoriales décentralisées? Alors, ces management, moi je mérite que toutes les lois en gestation au niveau de l'Assemblée nationale doivent être, disons, votées et passer au Sénat, envoyer à la Cour constitutionnelle pour conformité, voire même être promulguées par le chef de l'État, et puis nous amener à certains éclaircissements pour que nous puissions éviter ce que nous rencontrons comme difficulté aujourd'hui. Voilà le type de management que je peux proposer à la République démocratique du Congo. Mais apparemment, vous faites moins de bruit par rapport à cela. C'est un domaine qui n'est pas trop regardé par les autorités compétentes. Bon, vous savez, aujourd'hui, vous êtes journaliste et nous avons une difficulté parce que aujourd'hui, même les journalistes sont politisés. Parce que si vous regardez dans certains... Tous, hein, pas tous. Non, je vous dis... Il y a quand même des rapport, cas d'exception. Oui, je vous dis par rapport à... Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous regardez dans certaines chaînes de télévision, on ne parle que de la politique. Et raison pour laquelle même quand un représentant de l'administration vient intervenir, on le taxe. Vous savez, un fonctionnaire de l'État qui est abandonné à son triste sort. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un secrétaire général de la RDC n'a même pas un salaire de 300 000 francs. Mais un ministre qui est politique a un salaire de 15 000, 16 000 dollars. Un député qui a un salaire de 12 000, 13 000 dollars. Mais un secrétaire général qui a le rang de ministre n'a même pas un salaire de 150 dollars. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, si une telle personne veut aujourd'hui venir intervenir par les médias, vous allez voir, vous lui demandez de payer peut-être, je vous dis, aujourd'hui, vous lui demandez de payer 100 ou 200 dollars. D'où est-ce qu'il va les trouver? Parce qu'une personne qui est payée 100 dollars d'ailleurs, il loue une maison peut-être de 80 dollars, il a des enfants, mais vous lui demandez encore 100 dollars, mais je vous dis que ça, c'est une mauvaise foi. Et cela aussi va renvoyer certaines personnes à la corruption, raison pour laquelle il est difficile qu'au Congo, la corruption puisse prendre fin parce que nous sommes exposés mais à il n'y a pas que de médias. Vous pouvez faire du porte-à-porte, aller à l'Assemblée nationale, faire des sit-ins, par exemple. Et je vous dis que la politique dans notre pays est très mauvaise. La politique congolaise est très mauvaise et je sais pourquoi je le dis. Comment? Et la politique est mauvaise et vous savez, les politiciens ne rencontrent que les politiciens. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas politicien, vous ne saurez pas vous asseoir avec les politiciens.
Il faut devenir politicien pour être avec les politiciens, raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, même les vendeurs de Chikwang postulent comme député national pour que demain qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent afin d'avoir des influences et d'avoir beaucoup plus d'entrées chez les politiciens. Mais pas forcément, vous, fonctionnaire de l'État, agent de la territoriale, que vous êtes président. Alors, deux fois, les constats que nous faisons, c'est que vous restez en marge. Vous restez très silencieux et vous restez en marge, alors que vous devriez normalement aussi vous imposer. Nous imposer, oui, vous voulez dire, parce que nous sommes représentants des fonctionnaires. Et nous ne pouvons agir que si les fonctionnaires nous les demandent. Quand bien même nous avons constaté certaines difficultés, nous allons rentrer à la base pour demander leur avis. Nous ne pouvons pas agir comme ça, comme des vanipiers, comme des voyous. Non, mais il faut quand même être logique dans ce sens. Raison pour laquelle chaque fois, quand nous avons des problèmes, je pense que chaque fois vous couvrez nos activités, nous retournons toujours à la base, demandons l'avis de la base, afin de pouvoir revendiquer auprès des autorités politiques. Mais lorsque l'autorité politique fait sourde oreille, il ne veut pas vous répondre, il ne veut pas réagir. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des grèves partout en République démocratique du Congo. Et vous allez remarquer aujourd'hui, il n'y a pas uniformité des salaires, ni moins encore uniformité de la prime. Vous allez voir celui qui travaille, par exemple, au ministère du Budget, il a une autre prime, il a un autre salaire. Celui qui est en enseignement, il a un autre salaire, il a une autre prime. Alors qu'il y a un accord qui a été conclu entre le gouvernement et nous, les banques syndicales, depuis 2004, par le biais de l'accord de Moody. Mais cet accord de Moody, le gouvernement est en difficulté de le mettre en application parce que le gouvernement veut remplir sa poche et remplir son ventre. Et aujourd'hui, on dit que voilà, il n'y a pas de l'argent, nous avons des difficultés, mais on augmente toujours la somme pour les institutions politiques. Voilà notre difficulté. Nous allons revenir sur cet aspect, d'ailleurs c'est prévu dans notre box des questions, mais nous n'entrons pas dans la politique, mais aujourd'hui on parle des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Alors, sur le plan de l'administration publique, où est-ce que vous pouvez placer ces élections? Je vous rappelle d'abord, partout dans le monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ministère de l'Intérieur. Exactement. Ce n'est qu'au Congo que nous allons trouver la CENI ou qu'on sort, et ce qui est budgétivore, tout simplement pour enrichir certaines personnes qui sont dans les familles politiques et beaucoup plus dans les partis politiques. Mais dans d'autres pays organisés ou les pays en voie de développement, ce n'est que le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et aujourd'hui, parler des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs à la République démocratique du Congo, c'est une distraction. Est-ce que le fait d'attribuer cette responsabilité à la CENI pose problème? Ça ne pose pas problème pour nous. Je complète la question des oui, Est-ce que ça pose problème au regard de la loi que vous nous avez présentée qui régit au fait le fonctionnement des services publics de l'État? Non, ça ne pose pas problème. C'est conforme d'abord à notre constitution. Et c'est un mode que nous avons choisi tous en tant que Congolais. Mais je vous rappelle que au Congo, il y a certaines choses que nous devons améliorer. Je vais insister sur ça. Ne pensons pas que tous, parce que l'œuvre humaine n'a jamais toujours été parfaite. Il faut toujours des modifications pour être conforme par rapport à ce que nous envisageons, par rapport à l'avancée de la technologie. Et nous, en tant que représentants des syndicats, des agents et fonctionnaires, nous sollicitons toujours à l'autorité du chef de l'État et à toutes les institutions politiques de pouvoir penser au bien-être de la population, de ne pas seulement enrichir les poches, de ne pas seulement prévoir certaines lois qui sont de leur avantage, mais aussi, des lois taillées sur mesure, mais aussi voir cette population qui les mandate. Mais je vous dis, regardez certains députés. Si un député aujourd'hui va être voté, les langages qu'il va utiliser aujourd'hui, votez-moi, je vais vous donner les polos, votez-moi, il y aura du courant. Est-ce que lui, il est ministre de l'énergie, des hydrocarbures et consorts? Il est le DG de la SNEL pour dire qu'il va vous donner du courant? Est-ce qu'il est le DG de la régie des eaux pour vous donner du courant? Voilà combien les Congolais sont trompés par des voyous intellectuels. Raison pour laquelle ces criminels financiers, ces criminels et rebelles administratifs, nous invitons aux structures qui sont reconnus par la loi, c'est-à-dire les conseils de la Cour de cassation
qui a ces juridictions. Nous demandons aussi à la Cour constitutionnelle de pouvoir saisir ces autorités et les mettre en prison. Ils doivent les traduire en justice parce qu'ils sont en train de piétiner et d'insulter, voire même le peuple congolais. Alors, on revient aux fonctionnaires. Est-ce que vous recevez quelque sorte de menace? Parce qu'on a comme l'impression que vous ne voulez pas dénoncer exactement comme il le faut. Vous dites tout bas, ce qui devait être dit tout haut. Est-ce que vous recevez de menaces par rapport aux autorités venant de quelque part? Nous recevons des menaces. Je pense que moi, ça fait quelques temps, et l'année dernière, vous savez, j'ai été victime d'un kidnapping. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a eu des tentatives, des attaques. Bon. Mais le Seigneur nous protège toujours parce que nous ne sommes pas justes, mais quand même, nous recherchons la justice. Alors, quand nous recherchons la justice, le Seigneur est là pour nous défendre. Qui vous menace? Je ne peux pas citer. Mais nous savons que les politiciens sont très malins. Ils peuvent utiliser tous les moyens possibles pour vous combattre quand vous voulez dire la vérité. C'est ce que nous connaissons comme vérité. Parce qu'aujourd'hui, et tout cela est dit le jour où nous avons décrié que la ville de Kinshasa, j'ai donné l'exemple pour ne pas citer d'autres provinces, la ville de Kinshasa souffre, ça fait plus ou moins 98 mois. 98 mois. C'est Oui. quand même trop. 98 mois, on ne donne jamais à la ville de Kinshasa ou aux agents administratifs, c'est-à-dire toutes les divisions confondues qui œuvrent au niveau de la ville de Kinshasa, ce que nous appelons les subsides, c'est-à-dire les frais de fonctionnement. Allez-y, par exemple, au niveau d'une division quelconque. Vous voulez avoir un document de l'État, on va vous faire payer. Vous avez une commission d'affectation, on les monnaie aujourd'hui. Vous avez besoin d'une commission, on vous demande 10 $, 20 $. Vous avez besoin d'une carte de service de l'État, on vous demande 10 $, on vous demande 5 000, on vous demande 10 000. Tout ça parce que l'État ne sait pas gérer les ressources du pays. Donc, dans notre pays, il y a l'absence de l'État. Alors, on se demande où sont passés les anciens directeurs de province? Les anciens directeurs des provinces sont là. Tout simplement abandonnés à... Quasi inexistant. Ils sont là. Ils existent juste sur papier, mais sur le terrain, Mais je vous dis, personne. les problèmes, c'est quoi? Allez poser cette question au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Parce que c'est lui qui les a affectés. Après que ces derniers soient nommés par le président de la République. Mais on a comme Après- l'impression qu'il y a quelques couacs dans sa gestion, parce que quand il y a une question, vous revenez toujours au ministre de l'Intérieur. Exactement. Parce que c'est lui le patron de la territoriale. C'est lui qui gère la territoriale. Imaginez-vous aujourd'hui, nous sommes syndicalistes. Si je vous demande aujourd'hui de venir dans mon bureau et que je sors certaines lettres qui sont restées lettres mortes, mais je vous dis que dans notre pays, nous ne pouvons même pas parler de l'administration. Vous écrivez une lettre aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 13 avril 2022, on vous répond le 21 avril 2025 et vous trouvez ça normal. Ça, c'est quel genre d'administration? Imaginez-vous, il n'y a pas longtemps, nous avons, je ne vais pas citer ces autorités ou ces services, lorsqu'on a kidnappé ma soeur l'année dernière, au mois de novembre, nous avons écrit au service de sécurité habilité. Au mois de novembre, nous avons écrit et la réponse nous arrive au mois de mars de cette année. Entre-temps, la sœur a été déjà retrouvée par notre démarche que nous avons effectuée. Elle est retrouvée et saine et sauve. Mais les services qui devaient s'investiguer pour trouver des solutions nous répondent aujourd'hui. Il nous écrit que nous avons accusé réception de votre correspondance, ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais je vous dis qu'au Congo, on ne voit que l'argent. Alors, profitez-en pour établir le bilan, parce que le gouvernement Warriors venait d'avoir une année depuis qu'ils ont été nommés. Du côté de l'intérieur, quel est votre bilan? Le bilan est négatif. Comment? Je vous dis que le bilan est négatif. Expliquez-vous. Je ne vais pas vouloir beaucoup entrer en détail, mais je vous rappelle, le bilan du gouvernement est négatif. Le gouvernement des Warriors. Je parle bien, je ne veux même pas toucher à cela. Mais je ne veux pas seulement que vous puissiez me prêter des intentions. Parce que parler des Warriors, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous devons parler des Warriors ou on doit parler d'autre chose. Le bilan est vraiment négatif. Mais pourtant, c'était chaud au début. Chers camarades, je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps que nous sommes allés à négociation avec le gouvernement. Nous attendons la suite. Vous pouvez vous imaginer, vous venez négocier pour les problèmes des agents et fonctionnaires, qu'on demande à ce qu'on puisse majorer le salaire des agents
Et pour le huissier, on demande à ce qu'on puisse ajouter un $200. C'est-à-dire, pas ajouter, mais ramener un salaire de $95 pour que le huissier touche aujourd'hui, qu'on les ramène à $200. Mais aujourd'hui, le gouvernement vous dit, il n'y a pas d'argent. Mais le même gouvernement invite, vous connaissez, Jean-Claude Van Damme qui quitte son pays pour venir ici pour faire quoi? À qui on attribue un... Et vous savez combien est-ce que le gouvernement a dépensé pour son arrivée ici? Mais on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et on ajoute aux fonctionnaires que 50 000 francs congolais, qui aujourd'hui, des gouvernements veulent même encore vous appeler pour vous dire que non, nous sommes incapables de le faire. Nous voulons essayer un peu de discuter pour voir si nous pouvons réduire pour ajouter quand même 30 000. Mais c'est dommage, chers camarades. C'est dommage. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel pays? Mais je vous dis que si vous venez travailler à la fonction publique, vous allez vous en manquer. Vous viendrez, Il y a certains ministres qui ont cette bonne volonté de travailler pour l'intérêt de la nation. Mais il y en a aussi d'autres qui ne veulent qu'enrichir leur poche. Mais allez voir ce ministre aujourd'hui. Allez voir des constructions, vous voyez même certaines constructions anarchiques. Aujourd'hui, un ministre qui se promène en cours de route, on vous dit non, voilà, il faut respecter le code de la route. Mais lorsque un ministre, même un général, qui passe par une voie publique, ça, ce n'est pas sa bande, mais il prend notre bande qui est dans un autre sens opposé. Il passe par là parce qu'il a autorité, il est pressé, je ne sais pas pour aller faire quoi, pour aller trouver sa femme ou qui. Et aujourd'hui, il rentre et il dit qu'il travaille. Et ça, c'est un gouvernement. En tout cas, ne nous pousse pas à ouvrir la boîte à Pandore. Alors, dans le cadre du fonctionnement du pouvoir central, qui dirige les agents du gouvernement? Les agents ne sont dirigés que par les agents. C'est-à-dire les fonctionnaires de carrière. Quel type d'agent? Je vous rappelle que la politique, c'est-à-dire les politiciens ne font pas la carrière. Un politicien, un ministre ne fait pas la carrière, mais un secrétaire général de l'administration fait la carrière. De preuve en est que si aujourd'hui le président de la République nomme un premier ministre, il y a un secrétaire au niveau de la primature qui va recevoir le premier ministre. Si aujourd'hui il y a élection de députés, il y a élection du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un secrétaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire tous ces gens-là, ce sont les fonctionnaires. Ils font la carrière. C'est eux qui gèrent les agents. Ils gèrent les fonctionnaires. Et raison pour laquelle les choses clopinent encore jusqu'à aujourd'hui? Mais nous sommes en difficulté parce qu'on ne le met pas là où il devait être. Les conditions économiques ou les actes subséquents ne sont pas réunis pour que la gestion saine ou efficace de la gestion de la ressource humaine de la RDC soit vraiment effective. Et quelle est la différence entre les agents qui émanent du gouvernement central et ceux qui émanent des deux provinces? Des provinces. Les agents que la province a recrutés, la province doit les payer. La province doit les payer. Sur base de l'autonomie de gestion. La gestion. Est-ce que ça se fait exactement? Ça ne se fait pas. Parce que les agents qui sont recrutés par la province, par exemple, je donne l'exemple, les agents de services d'assiette comme la DGRK, ils ne sont pas régis par le statut des agents de carrière des services publics de l'État qui nous régissent. Ils sont régis par les codes du travail. Donc, s'ils vont revendiquer, ils ne vont pas revendiquer par rapport au statut des agents de carrière des services publics de l'État, mais ils vont revendiquer par rapport au code du travail. Mais si je vous dis aujourd'hui, la ville de Kinshasa, vous savez combien de dettes que la ville de Kinshasa doit à certains agents? Même nous autres, nous que vous voyez, nous sommes des agents qui émanent du gouvernement central, mis à la disposition de la province. Normalement, la province doit nous donner des émoluments parce que nous travaillons pour l'aider. Mais où passent les impôts taxés par-ci, par-là, que l'on paye de fois de force, qui devaient servir justement à ce problème? Et cela achète des véhicules. Pour les autorités. Ça achète des jeeps, des palissades. C'est ça la raison. C'est ça. Parce que quand vous arrivez à avoir un député, oh non, dans le cas de sécurité, voilà. Est-ce que dans le cas de sécurité, pourquoi ne pas acheter même un catch pour un député? Une palissade de $65 000. Et vous trouvez ça normal?
Tout cet argent que vous sortez dans la caisse publique, dans les trésors publics pour aller acheter la palissade, ça peut servir à autre chose. Chaque fois, même certains chauffeurs, vous allez voir dans la rue, les chauffeurs taxi, on les fait payer 500 francs de quittance. Mais demandez-moi où part cet argent. Ça va où? Mais on a ouvert certains comptes parallèles de belles familles pour enrichir. Pour qu'aujourd'hui, la belle famille te voit, oui, comme notre femme, notre fille a épousé un ministre, et nous sommes heureux parce que nous avons des biens. C'est ce qui se passe. Mais la population a aussi une part de responsabilité parce qu'elle reste silencieuse, elle n'arrive pas à dénoncer et surtout qu'elle n'a pas la maîtrise de ce droit citoyen. Le problème est qu'on est en train d'amadouer la population. Vous savez, une maman qui vend de l'huile de palme, vous venez, vous faites votre campagne, vous lui remettez un 20 000 francs. Alors que cette maman n'avait qu'un capital de 10 000. Mais quand elle voit les 20 000, mais elle vous considère comme un Dieu. Elle vous considère comme un Dieu. Ah non, Dieu m'a envoyé quelqu'un pour venir m'aider. Mais ce n'est pas ça. Parce que la population que nous sommes naïfs. Parce qu'un député ne peut pas venir me donner quelque chose et passer à la télé et dire que j'ai donné. Mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'État. Ce n'est pas pour toi. Tu ne fais pas venir te faire des éloges parce que tu es allé dans un orphelinat déposer, je ne sais pas, des sacs de riz et tu te dis que non, voilà, un député est passé et vous applaudissez. Ça, c'est une insulte. Et même les anges de Dieu sont étonnés. Alors, les agents du gouvernement affectés en province ont-ils des épithètes qu'on les colle? Comment on les appelle? Ce sont des agents de service déconcentrés. Ils sont déconcentrés. Est-ce qu'ils jouissent d'une personnalité morale? Ils ne jouissent pas d'une personnalité morale, étant donné qu'ils sont mis à la disposition du gouverneur. C'est le gouverneur, en tant qu'autorité provinciale, la première autorité provinciale de la province, qui doit savoir répartir les tâches aussi. Et l'Assemblée provinciale, conformément à la Constitution de notre pays, à ses articles 196, qui dit que l'Assemblée provinciale doit délibérer dans les domaines réservés à la province. Lorsque le gouvernement provincial ne se met pas à sa place, l'Assemblée provinciale doit les sanctionner. Mais toutes les assemblées provinciales de 26 provinces que vous voyez, ce sont que des corrompus. D'ailleurs, c'est budgétivo. Moi, je demande au gouvernement de la République, ou soit à l'Assemblée ou au président de la République, de dissoudre ces assemblées. Ça n'a rien à voir. Ça ne fait absolument rien. Les assemblées provinciales. Ce sont des complices de la déstabilisation de l'administration publique. Sur base de quel soubassement vous Mais dites? rappelez-vous, lorsque nous n'avions pas les gouvernements provinciaux, lorsque nous n'avions pas les assemblées provinciales, l'administration était saine. Lorsque les gouverneurs étaient nommés par le président de la République, l'administration était saine. Donc elles ne sont venues qu'embrouiller les choses. Ils ne sont venus qu'embrouiller les choses. Et les bourgmestres sont-ils des agents de l'État? Les bourgmestres, normalement, conformément à la loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale, les bourgmestres sont nommés par le président de la République en attendant les élections, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Quand bien même aujourd'hui le gouverneur dit qu'il désigne les bourgmestres d'une manière provisoire, c'est une irrégularité et une violation intentionnelle et intempestive des textes réglementaires. Et ces bourgmestres, la loi dit, ils doivent être d'office des agents du ministère de l'Intérieur. Mais tous les bourgmestres que vous voyez ici, la plupart proviennent des partis politiques, d'autres, ils étaient là dans certains marchés comme Gambela, Zandou, ils vendaient des chicois. On les prend aujourd'hui, des bourgmestres. Mais allez voir, je vous dis, c'est terrible. Un bourgmestre qui sanctionne l'agent, et il vous dit, si vous osez encore parler, moi je suis le beau-frère des gouverneurs, vous n'allez pas me faire quelque chose, ceci, c'est là. Vous imaginez les choses comme ça? Est-ce que la gestion publique de l'État a un rapport avec une famille quelconque? Mais ça, c'est l'outrage au chef de l'État. Est-ce qu'ils sont dirigés comme il le faut? Apparemment, ils ont une indépendance qui je casse. vous dis que nous avons l'absence de l'État. L'absence totale de l'État au niveau de la RDC. À tous les niveaux.
il y a permutation. On peut prendre même une nouvelle unité, on les nomme chef de quartier. Un agent qui est numéro matricule, on le met de côté. Et vous trouvez ça normal? Alors nous chutons déjà parce qu'il nous reste très peu de temps. Parlons de la territoriale. Vous êtes le président syndical. Alors, quel est le rôle du syndicat, par exemple chez vous au niveau de la territoriale? Les syndicats, c'est le partenaire du gouvernement. Et les syndicats représentent leurs agents. Même les entreprises privées, les syndicats sont là pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais nous sommes étouffés. Vous êtes étouffé par Nous qui sommes des étouffés. et- Lorsqu'il y a ça ne va pas, que vous voulez faire vous voulez peut-être mener les actions au syndicats de grande envergure, alors que la loi permet, ou la loi dit que la police est apolitique, la police est là pour encadrer les manifestations, mais malheureusement aujourd'hui la police est politisée. Mais certains d'entre vous sont colorés par une obédience politique, se penchent du côté de l'autorité à la place de défendre les Voilà. agents. Il n'y a pas d'obédience politique chez les syndicalistes. Là, je peux vous rassurer. C'est par force, par peur, avec les intimidations et les menaces que nous recevons, que certains ces syndicalistes s'effacent comme ça. Il y a d'autres même qui sont empoisonnés, d'autres qui sont même assassinés. Quand vous voulez parler comme ça, on vous envoie des policiers, ils vous arrêtent. Et aujourd'hui, on arrête même un agent public de l'État, d'une manière ou d'une autre. Un syndicaliste, c'est un député. C'est un député. Il jouit des immunités syndicales. On ne peut pas l'arrêter comme un vulgaire homme. On le prend, on le met dans le cachot. Mais est-ce que vous revendiquez comme il le faut? Nous les revendiquons par rapport à la loi. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, vous écrivez à l'autorité. L'autorité reste silencieuse. Vous organisez vos sit-ins. On vous envoie des policiers pour vous disperser. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est la République. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui avec les différentes revendications que vous étiez en train de mener à l'endroit de l'autorité, le VPM de l'intérieur notamment? Je vous dis que nous n'avons pas un gouvernement sérieux. Nous n'avons pas un gouvernement sérieux. Est-ce que vous avez persévéré? Nous persévérons. Nous écrivons. Nous nous manifestons. Nous n'avons pas un gouvernement sérieux dans ce pays. Surtout quand vous écrivez, ça ne sert à rien. Pour le gouvernement, il faut faire les actions. Comme le gouvernement n'aime pas être sali, il vous invite. Et quand on vous invite, pour ne faire que vous amadouer. Et quand vous partez, c'est fini. C'est là où certains d'entre vous sont de fois reprochés d'avoir perçu quelque chose au niveau de l'autorité. Je vous dis que depuis que moi j'ai commencé cela, je n'ai jamais perçu aucun centime de leur part. Aucun. Nous sommes devant les caméras, vous ne le direz pas. Je n'ai jamais perçu aucun. Je pense que chaque fois vous venez nous couvrir nos activités, vous les voyez. Je l'écris haut et fort. Aujourd'hui, vous voyez les su qui a eu à gréver. On les invite, on donne des enveloppes, on augmente les salaires, seulement en parole. Mais quand vous allez partir, demain après-demain, ce qu'ils vous ont promis, ils ne réalisent pas. Même les diables, quand ils vous promettent, ils réalisent. Quand le diable vous dit que je vais tuer, il tue. Pourquoi cet exemple? Je donne l'exemple. Donc, dans ce cas, vous préférez être dirigé par le diable, parce que lui, quand il promet, au moins, il le réalise. C'est mieux que les diables dirigent les Congo, parce que les chrétiens, aujourd'hui, vous allez les voir. Non, excusez-moi, camarade. De l'autre côté, on a refusé que le diable dirige le Congo. Mais vous allez les Et voir. il les dirigera Vous allez pas. les voir. Mais je vous dis que vous allez les voir dimanche en train de chanter Alléluia, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils sont plus que les diables. Certains actes qu'ils posent, même les diables est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Pasteur David, c'est déjà la fin. Un mot par rapport à tout ce qui vient de se dire ici. Adressez-vous au gouvernement, mais également à la population qui se laisse amadouer et surtout les fonctionnaires. Je demande au gouvernement de chercher un partenariat franc avec les syndicats.
Le gouvernement doit collaborer avec nous. Les gouvernements, chaque fois qu'il y a un problème, ils doivent nous considérer. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Mais également, j'invite à toute cette population, à ces fonctionnaires, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée, vous avez vos porte-paroles. Ce n'est pas dit, si vous êtes policier, vous êtes roulage, vous êtes, je ne sais pas, un militaire, que vous ne pouvez pas revendiquer vos droits lorsqu'il y a un ça ne va pas. Vous en avez les droits parce que la Constitution et les lois et autres instruments juridiques vous les garantissent. Je vous invite, chaque fois qu'il y a un problème, voyez vos représentants que nous sommes, les syndicats, posez les problèmes et nous irons voir le gouvernement pour trancher ces problèmes afin qu'il y ait la paix sociale au sein de l'administration publique de la République du Congo. Voilà, Madame, Messieurs, c'en est fini. Cette émission a été consacrée au fonctionnement du gouvernement central, des provinces, mais également des entités territoriales décentralisées. Nous avons eu comme invité le pasteur David Delors Louyeye. Je rappelle, il est président national de l'Union de cadres et agents de carrière de la territoriale et président intersyndicale urbaine de Kinshasa. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui dois vous remercier pour cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Et merci à toi également, Nico. Merci, Emeline Kavidio. On se retrouve au prochain numéro.